Eh bien, c'est certainement parmi les tutoriels qui m'ont été le plus demandés. Vous avez beaucoup apprécié le tutoriel sur le mode ouverture. Vous avez apprécié la vidéo que j'ai produite pour vous donner des exemples concrets, des résultantes à ce moment-là quand vous privilégiez telles ouvertures par rapport à telles ouvertures. Et vous m'avez demandé, est-ce qu'on peut avoir un tutoriel sur le mode vitesse? Bien, c'est avec grand plaisir que je vous offre celui-ci aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois vous intéresser au mode de vitesse, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur les techniques photo. Pour raccourcir la durée de la vidéo, je ne reprendrai pas mes explications que j'ai données dans ma vidéo qui porte sur le mode ouverture. Vous allez retrouver un lien juste ici dans le haut à droite vers cette vidéo, dis-je. Alors ce tutoriel-là pour le mode ouverture, vous allez également le retrouver le lien dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite à visionner cette vidéo-là parce que ça va vous expliquer comment l'appareil opère, comment il fait son analyse de la lumière ambiante et disponible pour qu'il puisse réussir sa photo. Et évidemment, à la lueur de cette analyse-là, vous venez lui dire « Je veux travailler en mode ouverture pour contrôler à ce moment-là la profondeur de champ dans ma photo » ou encore « Je veux travailler en mode vitesse ». Et aujourd'hui, donc, on va se consacrer donc au mode vitesse. Pourquoi privilégier le mode vitesse? Parce que dans le fond, plutôt que d'avoir comme point de repère la profondeur de champ dans notre photo, on veut plutôt avoir comme point de repère la durée d'exposition. On change complètement nos points de référence, notre réflexion. On change, si vous voulez, le but qu'on vise. Et lorsqu'on arrive dans des situations photo où est-ce que la durée d'exposition prime sur la profondeur de champ, voilà pourquoi on vient donc privilégier le mode vitesse. Comment est-ce qu'on bascule en priorité vitesse? À ce moment-là, sur notre appareil photo, on a un barillet avec les différents modes. Ça se peut également que ce soit à l'intérieur de vos menus, à vous de regarder. Mais si on a un barillet, habituellement, chez la plupart des manufacturiers, la lettre S équivaut à speed, vitesse. Alors, en mettant à ce moment-là notre appareil photo en mode speed, ou dans le cas de Canon, c'est le mode TV, à ce moment-là, on vient de dire à notre appareil, je bascule en priorité vitesse. Qu'est-ce que ça vient faire? Ça veut dire que lorsqu'on vient jouer à ce moment-là avec le curseur, je vous dirais, ou le bouton approprié, et qu'on déplace celui-ci, dorénavant, notre appareil, à ce moment-là, change les vitesses ou change la durée d'exposition. Alors, vous vous en souvenez, il y a des durées d'exposition qui sont très rapides, puis il y en a d'autres durées d'exposition qui sont igloo, 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 pour reprendre des expressions que j'ai utilisées dans mon tutoriel sur le mode ouverture. Alors, si vous voyez un chiffre qui se déplace, et par exemple que ça vient dire 250, 400, 500, 650, 800, voire même 1000, vous savez qu'actuellement, vous êtes en train d'avoir une influence sur la durée d'exposition. L'autre chiffre qui peut se déplacer également à ce moment-là, et si vous voyez des éléments comme 3.5, 8, 11, 14, ça équivaut à ce moment-là à votre ouverture. Alors, vous venez dire à l'appareil, moi, je vais gérer la durée d'exposition, moi, je vais gérer la vitesse, toi, occupe-toi de tous les autres paramètres, et c'est tout à fait correct comme cela. Quand doit-on prioriser le mode ouverture? Quand doit-on prioriser le mode vitesse? Évidemment, ça change selon les sujets. Si on fait du paysage, par exemple, on va habituellement se préoccuper beaucoup de la profondeur de champ. Et d'autant plus que notre paysage n'est pas à la veille de changer. Là. Il ne bougera pas, c'est pas comme un animal, c'est pas comme du sport, un élément comme ça. Donc évidemment, ça peut être le cas donc de dire, je réfléchis pour ce sujet-là en termes de profondeur de champ. Si je fais le portrait d'une personne, elle ne se sauvera pas. Alors, c'est pourquoi à ce moment-là, on se préoccupe davantage de la profondeur de champ. Si on fait de la macro, on peut se préoccuper de la profondeur de champ. Attention, s'il n'y a pas un petit vent également qui est en train de faire bouger votre sujet, parce qu'à ce moment-là, la durée d'exposition aura son importance. Donc, vous pouvez voir que c'est vrai, ça varie vraiment selon le sujet. J'ai des sujets à vous présenter pour lesquels, à ce moment-là, c'était important pour moi de travailler en priorité vitesse. Alors, c'est ce qu'on va regarder comme c'est là. Il faut se souvenir d'un paramètre qui est important également. Si on recherche une durée d'exposition, par exemple, qui est très, très, très rapide ou encore qui est très lente,
Une variable qui est importante, ce sont nos ISO. Si jamais vous voulez augmenter, aller chercher une durée d'exposition très, très, très rapide, 1/2 millième de seconde par exemple, mais votre appareil est bloqué et vous dit « je ne suis pas capable d'aller à 1/2 millième de seconde », la réponse ou le problème est peut-être au niveau de vos ISO. Vous avez peut-être mis vos ISO si bas qu'à ce moment-là, il n'est pas capable d'atteindre le 2 millième de seconde que vous vouliez, le 1/2 millième de seconde que vous vouliez. À ce moment-là, il est important de hausser ces ISO jusqu'à temps que vous êtes en mesure d'atteindre donc la vitesse que vous voulez. Et parfois, c'est l'inverse. Si vous voulez avoir une durée d'exposition qui est très longue, mais que vous avez une plage de sensibilité des ISO donc qui est élevée, à ce moment-là, jamais votre appareil va vous dire « je suis capable d'aller à ce moment-là la durée d'exposition que tu me demandes ». Donc, c'est pourquoi il est important d'avoir à l'esprit et de connaître les ISO que vous avez sur votre appareil. C'est peut-être ça qui cause l'impasse autant d'un côté que de l'autre. Je vais donc illustrer mon propos avec l'aide d'exemples concrets. Et par exemple, bien entendu, on peut facilement comprendre que la durée d'exposition a son importance lorsqu'on fait du sport et du sport d'action, là où est-ce que les gens se déplacent rapidement. On peut comprendre qu'à ce moment-là, on priorise le mode vitesse et on vient dire que si on veut bien réussir des photos comme celle-ci, par exemple, ça nous prend un minimum de telle vitesse. Et je vous dirais qu'au niveau, et là, ça varie selon les sports, bien entendu, ça varie selon les situations, mais je vous dirais que, par exemple, dans le cas du football, qui est l'équivalent donc du football américain, si vous voulez, dans ce cas ici, c'est du football collégial, ben, au minimum, il fallait avoir une vitesse de 1/500e de seconde. Donc, on pourrait très bien arriver dans le mode vitesse et venir dire à notre appareil, je veux que tu prennes les photos à 1/500e de seconde. Dans ce cas-ci, j'ai beaucoup plus travaillé au 1 millième de seconde. Et vous pouvez voir à ce moment-là la précision au niveau de la captation, si vous voulez, même de voir l'air éberlué du joueur ou du défenseur qui est juste là en arrière, le troisième personnage un peu à la droite. C'est assez fascinant de voir ça. Donc, si on veut capter des moments comme ça, je vous dirais, on est autour de 1 millième de seconde. Et si on veut réussir cela, comme je vous dis, à ce moment-là, on peut l'indiquer donc au niveau donc de notre mode de vitesse. Dans ce cas ici, on est beaucoup plus en soirée. C'est plus difficile, bien entendu, il y a beaucoup moins de lumière, les ISO doivent absolument monter beaucoup. Et dans ce cas ici, vous pouvez voir que la photo est légèrement plus floue que la précédente, bien sûr, parce que beaucoup moins de lumière. Et là, dans ce cas ici, j'étais à 1/320e de seconde pour capter cette photo-ci, mais n'empêche que c'est quelque chose qui peut être intéressant, être au beau milieu de l'action comme c'est là, et de capter le mouvement et toute la gestuelle des joueurs et le mouvement des joueurs, ça peut être très intéressant. Pour ceux qui se préoccupent de ma santé en se me disant « mais qu'est-ce que tu faisais au milieu des joueurs comme ça ?» Je dois vous dire que c'était un entraînement, donc des séances simulées, si vous voulez, de jeu, et les entraîneurs étaient très généreux à mon endroit et me permettait d'être au beau milieu de l'action comme ça. C'était vraiment très intéressant et très vivant là, comme expérience à vivre. Alors, très intéressant. Je vous dirais que pour aller dans le sport intérieur, encore là, le sport intérieur est un endroit où il y a, malgré les apparences, la lumière est habituellement pas très bonne. Alors, je vous dirais que ma stratégie dans ce cas ici, c'est vraiment de venir dire, je me mets en mode vitesse. Je veux absolument que ma vitesse minimale, soit 1/400e de seconde, et je vais même mettre mes ISO automatiques à ce moment-là. Je dis à l'appareil, gère les ISO comme tu voudras, mais il faut que tu atteignes une vitesse au moins de 1/400e de seconde. Dans le cas du volleyball, comme c'est là, c'était certainement le cas et c'était ce que j'avais besoin. Et au demeurant, je me fous de la profondeur de champ. Bien entendu, l'appareil, lui, va aller, pour atteindre le 1/400e de seconde, va fort probablement se tourner vers l'ouverture la plus généreuse qu'il est capable de trouver sur mon objectif. Et à ce moment-là, ben, la profondeur de champ, comme je vous dis, importe vraiment peu. C'est vraiment une action là, donc, qui est donc à capter. Bien sûr, je vous parle du sport, mais il y a d'autres situations qui sont là. Et en référence au sport, ça peut être tout aussi bien vos petits-enfants qui sont en train de jouer, et vous savez comment ça bouge tout le temps. Ils peuvent être en train de jouer au soccer, au foot, ils peuvent être en train de faire d'autres types d'activités sportives ou tout simplement de s'amuser ou de faire une activité extérieure quelconque. Donc, habituellement, si on veut figer des fois l'action au niveau des enfants ou des petits-enfants, ben à ce moment-là, là aussi, le mode vitesse peut être intéressant. Dans ce cas ici, vous voyez que ça a permis de figer carrément la calèche, en fait, et puis avec le cheval, le mouvement est bien arrêté.
Un sujet qui est capricieux, évidemment, ce sont non seulement les oiseaux, mais évidemment au niveau des animaux. Leur comportement, il est imprévisible. Alors, si jamais, par exemple, dans le cas de pluvier, comme dans ce cas ici, c'est des pluviers ou c'est peut-être, ceux qui connaissent les oiseaux, n'hésitez pas dans les commentaires à me préciser un petit peu plus l'espèce d'oiseau qu'on retrouve là. Et je vous dirais que ils se déplacent assez rapidement au gré des vagues et des trucs du genre. Donc, si on veut figer leur mouvement, peut-être même aller capter leur envol, ben, c'est certain, il faut se retrouver avec des vitesses qui sont assez élevées. Dans ce cas ici, j'étais à 1 millième de seconde. Et comme vous pouvez le voir, parce que je regarde mes données EXIF dans le bas à droite, dans ce cas ici, mon ouverture, étant donné que j'étais en plein jour, que j'avais une belle lumière, mon 1 millième de seconde, ça a donné une ouverture de F9. Alors, vous voyez quand même que même lorsqu'on est en téléobjectif, même si on a une ouverture de f9, bien, vous voyez que l'arrière-plan, là, il y a un effet de bokeh qui s'est appliqué. Alors, c'est pour ça que c'est pas toujours un impératif d'être à des ouvertures très, très, très grandes. La résultante, on est capable d'avoir un arrière-plan qui est flou, même si on est dans des ouvertures qui sont autour de f8, f9, selon donc la situation et l'objectif auquel on a recours. Et bien entendu, ben, là, on est vraiment dans, ben, je vous dirais pas l'exceptionnel, mais dans ce cas ici, pour voir un saumon qui est en train de sauter, c'est en Anticosti que j'ai fait ça, ben, bien entendu, il faut y aller à fond la caisse. Et dans ce cas ici, j'étais à 1/3 millième de seconde avec une ouverture de F4. Moi, mes ISO étaient à 200, mais comme vous pouvez voir, il y avait une très, très, très belle lumière. Alors, c'est ce qui m'a permis donc de pouvoir figer le saut du saumon là, qui saute incidemment pour se débarrasser des puces qu'il a sur le corps. Bien sûr, on peut aller complètement à l'inverse. Autant on voulait avoir une vitesse et une durée d'exposition très, très, très rapide, autant on peut en vouloir une qui est plutôt longue. Et là, je ne parle pas nécessairement de la longue exposition, mais une durée d'exposition qui est un petit peu plus longue que la normale. Et je fais référence, par exemple, dans le cas d'une situation comme vous pouvez voir ici, où il sera question donc du filet d'action. Si vous ne connaissez pas cette technique-là, je vous renvoie vers une vidéo en haut à droite à ce moment-là qui va vous permettre de mieux connaître la technique. Et dans cette technique-là, je vous dis qu'habituellement, selon le type de sujet, bien, ça peut être intéressant d'aller chercher des vitesses de 1/15e de seconde, 1/30e de seconde. Alors, ça vous permet donc d'avoir des effets comme celui que vous avez justement ici à l'écran. Encore dans la même lignée, si vous voulez, ici encore, c'est un filet d'action, là où est-ce qu'on vient suivre un sujet pendant qu'il se déplace, ce qui nous permet donc de le garder au net, tout en ayant un arrière-plan qui est flou à ce moment-là. Et encore ici, dans les rues de New York, je m'étais mis dans une durée d'exposition ou une vitesse de 1/15e de seconde. Je me fous de la profondeur de champ, je me fous absolument de l'ouverture que l'appareil va choisir à ce moment-là. Ce qui m'importe dans ce cas ici, c'était donc au niveau de la vitesse. On peut également vouloir avoir une longue exposition, si vous voulez, un classique dans ce cas ici. Alors, le choix que j'avais, j'étais donc en intérieur, mon ISO était donc à 100. Évidemment, lorsqu'on fait ce type d'exposition, ce type de longue exposition-là, on est habituellement soit sur trépied ou encore sur un élément qui tient bien notre appareil, notre boîtier pour empêcher le mouvement. Et dans ce cas ici, c'était donc 2 secondes, que j'avais donc indiqué pour ce qui est de la durée d'exposition, évidemment avec ce rendu-là très classique au niveau justement de la gare à New York. Encore ici, si vous voulez, un flou de bouger. Et lorsque je fais mes fameux fantômes, si vous voulez, ou que j'ai un flou de bouger volontaire, c'est moi qui bouge, en même temps que mon sujet, si vous voulez, bien entendu, à ce moment-là, j'ai pas la profondeur de champ m'importe peu. Je mets donc ma durée d'exposition selon la durée que je veux bien. Et dans ce cas ici, encore une fois, c'était 1/5e de seconde dans ce cas ici. Et à ce moment-là, ça me permet donc de faire cet effet-là, donc en me déplaçant en même temps que le sujet. Alors, voilà donc. Je vous dirais encore ici, un peu à l'instar de la gare centrale donc de New York ou de Penn Station, si vous voulez. Donc, dans ce cas ici, c'est donc également une moyenne exposition, si vous voulez. On est autour de 1/4 de seconde dans ce cas ici. Alors, ça donne donc ce rendu-là, qui est un rendu que j'apprécie énormément. Et assez souvent, quand vous allez m'entendre parler des photos au niveau de l'abstraction, encore là, je vous renvoie vers un tutoriel que j'ai fait sur les photos abstraites et l'abstraction. Encore là, je viens vous suggérer des durées donc d'exposition pour l'abstraction, ce qui vient donc dire que vous allez le faire en privilégiant le mode vitesse. Donc, vous allez retrouver la vidéo dans le haut à droite. Et au final, bien sûr, un grand classique, si vous voulez faire une exposition justement pour
que l'eau, à ce moment-là, les cascades d'eau, les précipitations d'eau, des trucs de genre, ben, ça a un bel effet à ce moment-là. On le sait qu'on veut avoir une relativement longue exposition pour ce faire. Dans ce cas ici, ma vitesse était à 1 seconde. La profondeur de champ m'importait relativement peu, mais quoique dans ce cas ici, c'était F16. Mais si vous voulez, lorsqu'on veut avoir cet effet-là, bien entendu, à ce moment-là, le choix du mode et de la priorité vitesse à ce moment-là est une astuce intéressante et pertinente. Maintenant, je n'ai même pas besoin d'attendre la question dans les commentaires. Je sais qu'elle est présente à l'esprit de quelques-uns parmi vous. Est-ce qu'on est capable d'avoir une petite durée d'exposition et une faible profondeur de champ? Autrement dit, par exemple, 1/50e de seconde, donc une durée d'exposition qui est assez longue, mais quand même accompagnée d'une faible profondeur de champ. Est-ce que c'est possible? Bien, la réponse est oui, puisque vous l'avez actuellement. En effet, je suis en train de tourner ma vidéo. Et la vidéo et la photo, là, c'est proche parent. Alors actuellement, je suis en train de tourner ma vidéo à une vitesse de 1/50e de seconde. Et en même temps, si vous regardez l'arrière-plan en arrière, ben c'est relativement flou parce que mon ouverture est de f1.8. Alors, c'est très généreux comme ouverture, c'est très grand, et à ce moment-là, ça donne donc un effet bokeh, mais en même temps, c'est accompagné donc d'une durée d'exposition qui est très longue. Comment est-ce qu'on y parvient au niveau de la photo? Bien, habituellement, la chose est possible grâce à ceci, un filtre de densité neutre. Alors, c'est un filtre qu'on affectionne beaucoup justement au niveau du tournage vidéo et dans le cinéma, bien sûr, parce que ça nous demande toujours d'avoir des vitesses qui sont très basses, 1/60e de seconde ou 1/50e de seconde, mais en même temps, on veut avoir un bel effet au niveau de la profondeur de champ et d'une faible profondeur de champ. Alors, c'est pourquoi, habituellement, on va toujours travailler avec un filtre de densité neutre. Voilà comment est-ce qu'on parvient à concilier l'un et l'autre. Et je vais vous donner un petit exemple pratique, surtout pour vous illustrer l'importance à ce moment-là du cadrage au niveau de votre photo et comment l'arrière-plan varie si vous cadrez serré sur votre sujet ou pas. C'est un complément donc à ma vidéo sur les exemples au niveau des ouvertures. Bien, je vous avais dit que plus vous allez cadrer sur votre sujet, plus à ce moment-là, l'arrière-plan va être flou. Bien, je vous en fais la démonstration et c'est un ajout. Vous voyez bien à ce moment-là comment c'est flou en arrière de moi. Eh bien, voici. Vous voyez, mon appareil vient juste de faire la mise au point sur mes doigts et regardez comment moi je suis rendu flou en arrière-plan, beaucoup plus à ce moment-là. Pourquoi? Parce que mon sujet est beaucoup plus proche à ce moment-là de mon boîtier, de mon objectif, et à ce moment-là, il est très, très, très proche, et ça donne donc un arrière-plan qui est beaucoup plus flou. Et si je me ramène à un cadrage, qui est le cadrage que vous avez connu depuis le début de la vidéo, bien, vous voyez que la mise au point s'est faite sur moi, et l'arrière-plan est flou, mais quand même beaucoup moins que si j'étais pas mal plus proche de vous comme c'est là, et vous allez voir l'effet au niveau en arrière. Vous comprenez le principe? Je pense que je viens de vous l'illustrer. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et également à commenter. J'ai toujours un immense plaisir à vous lire. Au plaisir, à la prochaine.